propose de commencer ce webinaire. Les derniers participants vont nous rejoindre sur les minutes qui vont suivre. Déjà, un grand merci pour votre présence ce matin et bienvenue donc au webinaire Verifimo qui a pour but de retracer la jurisprudence récente relative aux actions en justice contre les banques dans le cadre des financements de projets de construction de maisons individuelles. Ce webinaire va donc durer 1 heure. Pour le confort de tous, vos micros sont coupés. Vous pouvez donc poser vos questions via l'espace de discussion qui est donc ouvert et qui est à votre disposition. En fonction du temps qui restera sur la fin de cette présentation, je pourrai soit y répondre en direct, soit je reviendrai vers vous par mail à l'issue de la présentation pour y répondre. Voilà, je me permettrai de couper également, comme vous, ma caméra pendant le déroulé de ce slide. Avant tout, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Blandine Douot, je suis directrice des opérations au sein de Verifimo. Je suis accompagnée ce matin de Marjorie Cancé, qui est chargée de développement partenariat au sein de Verifimo et qui sera en charge de l'espace de discussion. Pour présenter Verifimo, donc Verifimo est partenaire des établissements bancaires qui souhaitent déléguer une partie de leurs obligations dans le cadre des étapes préalables à l'édition des offres de prêt à la construction de maisons individuelles. Nous intervenons sur des projets de construction, mais également sur des projets de travaux surexistants, toujours exclusivement dans le cadre de projets de construction de maisons individuelles en présence de CCMI ou hors CCMI. Pour mieux comprendre l'expertise et l'expérience de Verifimo sur ce thème, quelques mots rapides pour nous présenter. Verifimo est une société indépendante de plus de 35 ans d'expérience. Cette indépendance nous permet un rôle de tiers de confiance dans l'étude du projet de l'emprunteur pour le compte de la banque. En lien direct avec l'emprunteur, suite à la réception du dossier par la banque, nous l'accompagnons dans le montage de son projet, de la complétude du dossier jusqu'à l'accompagnement, la mise en conformité aux besoins. Composé d'une équipe d'analystes experts, nous étudions en moyenne 8000 dossiers de construction par an. Le métier historique de Verifimo, c'est le contrôle de la conformité réglementaire au regard de la loi de décembre 1990, des projets de construction et de travaux, donc de maisons individuelles, en contrat de construction ou hors contrat de construction. Ce module de la conformité réglementaire permet de répondre pour le compte de la banque à ses obligations de contrôle et de renseignement et de conseil, donc dans le cadre des projets qui lui sont présentés, encore une fois en CCMI ou hors CCMI, ce qui lui permet une décharge de responsabilité sur le sujet. Au fil du temps, nous avons également déployé d'autres modules comme l'étude de la cohérence budgétaire des projets, la vérification des compétences techniques des autoconstructeurs, mais également la certification des attestations d'assurance comme les assurances décennales, dommages ouvrages, garantie de livraison. En introduction de ce webinaire, pour vous préciser effectivement que la veille juridique et le suivi des jurisprudences est un élément essentiel pour l'activité de Verifimo. Cette veille nous permet une meilleure connaissance du marché et des évolutions des pratiques, la position des juges, l'évolution du nombre de procédures engagées et la volonté des particuliers d'aller devant le tribunal pour régler un litige. Cela nous permet une meilleure appréciation du risque en fonction de la valeur et des motifs des condamnations. Et enfin, cette veille nous permet bien sûr l'amélioration continue de nos process afin de prendre en compte ces éléments de contexte. Même s'il reste difficile de présager de la position d'un juge sur l'avenir d'un projet qui n'est pas commencé au moment de notre intervention, ces informations sont importantes pour aiguiller nos décisions et nos process. Nous vous proposons donc aujourd'hui un aperçu des jurisprudences 2024 et 2025 dans le cadre du financement par les banques des projets de construction de maisons individuelles. Nous allons parcourir ensemble 6 cas de jurisprudence où un défaut de la banque sur ses obligations de contrôle et ou de renseignement et de conseil est mis en avant. Afin de catégoriser les différents cas de jurisprudence présentés, nous commencerons par les projets en présence de CCMI, puis les projets hors CCMI. Ce que nous pouvons d'ores et déjà évoquer, c'est le montant moyen de toutes les condamnations des établissements bancaires entre 2024 et 2025.
2025 qui se situe à 130 000 € en moyenne. Le motif principal des condamnations en présence de ces CMI est le défaut de contrôle et ou l'absence de la garantie de livraison. Or, ces CMI, c'est le manquement au devoir de renseignement et de conseil de la part de la banque qui finance l'opération qui est mis en avant. Nous allons donc pouvoir commencer avec la présentation des premiers cas, des projets présentés dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle à la banque. Je précise en amont que sur les différents cas, je parlerai donc de l'emprunteur, du maître d'ouvrage en le nommant maître d'ouvrage. Sur ce premier cas, l'affaire concerne le financement d'un contrat de construction de maison individuelle. En avril 2017, signature du premier contrat de construction avec une société de construction pour un montant de 247 000 €. Puis, acceptation en août 2017 de l'offre de prêt immobilier par le maître d'ouvrage. Les offres de prêt ont été émises sur la base du premier contrat de construction. Ensuite, il y a eu la signature en mai 2018 d'un nouveau contrat de construction avec une société du même groupe que la première société de construction et conditions. En juin 2018, dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier. La banque procède à différents déblocages de fonds entre juillet et novembre 2018 au profit du constructeur, mais sans avoir au préalable demandé et vérifié la garantie de livraison nominative. Pour rappel, la banque a une obligation de contrôle au moment du déblocage des fonds à la construction. En décembre 2018 et avril 2019, mise en liquidation judiciaire successive des sociétés de construction, la première société avec qui le contrat de construction était signé, puis la deuxième société à l'origine du deuxième contrat. En juillet 2020, un constat d'huissier démontre l'abandon du chantier dans un état de hors d'eau hors d'air. La maison est au stade hors d'eau hors d'air, mais sans aucun aménagement intérieur. En juillet 2021, le maître d'ouvrage assigne la banque en responsabilité et demande le versement de diverses sommes en réparation du préjudice financier. Également, il demande réparation pour préjudice de jouissance et préjudice moral. En juillet 2023, un jugement de première instance du tribunal judiciaire où la banque est jugée responsable de faute pour avoir débloqué les fonds pour le projet sans avoir reçu et obtenu la garantie de livraison. La banque est alors condamnée à hauteur de 75% du préjudice subi, les 25% de responsabilité restants étant portés par le maître d'ouvrage. La banque est condamnée à verser au maître d'ouvrage environ 65 000 €. Le maître d'ouvrage et la banque font appel de la décision. Le maître d'ouvrage, pour obtenir une responsabilité entière de la banque et obtenir une condamnation supplémentaire pour préjudice moral, et la banque demande un partage de responsabilité plus important côté maître d'ouvrage en essayant de mettre en avant des négligences de la part du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ayant lui-même ordonné et donc accepté le déblocage des fonds sur son compte afin de régler le constructeur des travaux qu'il avait engagés. En juin 2025, arrêt de la Cour d'appel qui va confirmer l'entière responsabilité de la banque et écarte des fautes ou négligences de la part du maître d'ouvrage. Quels sont les arguments et les motifs en appel? La banque a procédé à des déblocages de fonds en créditant le compte courant du maître d'ouvrage sous la mention réalisation de prêt, après avoir reçu les factures d'avancement de travaux. Or, la banque ne démontre pas avoir reçu communication d'une attestation de garantie de livraison, ni vérifié d'une manière ou d'une autre l'existence de ce document, avant de procéder au déblocage de fonds qui étaient donc destinés au constructeur. Dans ces conditions, la Cour d'appel estime que le tribunal a, à juste titre, retenu la responsabilité de la banque et indiqué que sa responsabilité était engagée pour manquement à son obligation de vérifier l'existence de la garantie de livraison
avant de débloquer les fonds. La banque est à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application d'un taux de perte de chance selon la Cour d'appel. Le maître d'ouvrage demande réparation du préjudice financier qu'il allègue au titre du coût des travaux qu'il indique avoir dû payer pour achever la maison. L'absence de garantie de livraison impose dans ce cas à la banque de supporter le coût du dépassement du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction. Par ailleurs, la banque doit indemniser la perte d'une pénalité de 905 jours de retard de livraison. Pénalités, pour rappel, qui sont de 1/3 millième du prix convenu fixé au contrat, ce qui représentait en l'occurrence 86 € par jour dans le cas présent. La banque a engagé sa responsabilité donc en l'absence de garant et donc tenue de payer effectivement le retard de livraison qui s'élève ici à 77 000 €. Ce qu'il faut retenir de cet arrêt, le fait de débloquer les prêts sur le compte courant du maître d'ouvrage et non sur le compte du constructeur ne dédouane pas du tout la banque de ses obligations. Ici, c'est ce que la banque a essayé de mettre en avant, le prêt étant bien destiné au financement de la construction d'une maison individuelle. Le fait de débloquer le prêt et pour rappel, le prêteur a l'obligation sur l'attestation nominative de garantie de livraison, et la Cour a bien rappelé cette obligation qu'a le prêteur de vérifier cette attestation nominative avant le premier déblocage de fonds. Si ce n'est pas le cas, la banque joue le rôle du garant et doit prendre en charge non seulement l'achèvement de la construction, mais également les pénalités de retard et les dépassements de prix pour parfait achèvement. Donc voilà, dans ce cas, la banque est donc condamnée pour le montant de l'achèvement de la construction, pour les pénalités de retard et pour les frais de justice, et donc une condamnation qui s'élève dans ce cas à 209 000 €. Voilà pour ce premier cas. Nous pouvons passer donc à l'exemple et au cas suivant. Donc toujours en présence d'un contrat de construction de maison individuelle. Donc signature d'un contrat pour 197 000 €. Le maître d'ouvrage accepte l'offre de prêt qui a été émise par la banque. Déclaration d'ouverture du chantier quelques mois après. Le chantier est commencé et la banque procède au premier déblocage de fonds. Donc, chantier ouvert en décembre 2012 et en décembre 2013, c'était la date qui était prévue au contrat de construction comme date de livraison. Le chantier n'était pas livré à cette date. En août 2014, suite à un abandon de chantier et aux malfaçons qui sont constatées par le maître d'ouvrage, ce dernier met en demeure le constructeur de reprendre le chantier et demande que lui soit communiquée l'attestation de dommage ouvrage et l'attestation de garantie de livraison. En novembre 2017, le maître d'ouvrage assigne en indemnisation la banque, ainsi que l'assureur dommage ouvrage et le garant de livraison devant le tribunal judiciaire. En juillet 2020, premier jugement qui condamne la banque. La banque est tenue ici responsable d'un manquement car les attestations de garantie de livraison et de dommage ouvrage sont des faux qui ont été confirmés par les assureurs. La banque est condamnée à verser au maître d'ouvrage 94 000 € pour des travaux de reprise, au titre de la dommage ouvrage et du déménagement du maître d'ouvrage, au titre du retard de la livraison, du préjudice locatif, de différents travaux qu'a dû avancer le maître d'ouvrage. En juillet 2020, la banque fait appel de ce jugement. La banque critique la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que les attestations d'assurance étaient, je cite, incontestablement frauduleuses et ne correspondaient pas à celles délivrées en pareille matière.
En mars 2022, le jugement qui a été, enfin, il y a un jugement qui a été décidé suite à une action qui avait été menée en parallèle à l'encontre du constructeur et qui reconnaît coupable le gérant pour faux et usage de faux pour les attestations émises, dommages ouvrages et garanties de livraison. En décembre 2024, la Cour d'appel va rendre sa décision suite à l'appel qui a été interjeté par la banque. La Cour d'appel va confirmer et alourdir financièrement la responsabilité de la banque. Le premier jugement avait condamné la banque à une proportion de l'achèvement de la construction de 66%, jugeant à une perte de chance de la part du maître d'ouvrage, alors que la Cour va prononcer l'entière responsabilité de la banque. La banque est alors condamnée à 260 000 €. Quels ont été les arguments de la décision? La banque expose, elle, en appel, à avoir respecté ses obligations légales en procédant à la vérification du contrat de construction, en ce qu'il comportait les énonciations requises par le Code de la construction, puis avoir demandé la communication des attestations d'assurance. Elle ajoute que c'est qu'en cours de procédure que les assureurs ont contesté ces documents et ont indiqué que ces documents étaient des faux. La banque critique aussi le jugement initial sur la proportion de responsabilité. La Cour, elle va condamner le prêteur au motif suivant. Le défaut du contrôle du contrat initial. La Cour rappelle effectivement le Code de la construction et de l'habitation qui impose que le prêteur ne peut pas émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations obligatoires et vérifier la communication de l'attestation de garantie de livraison. La Cour indique que le contrat conclu avec le maître d'ouvrage liste les garanties dont bénéficie le maître d'ouvrage, mais ne comporte pas la référence à l'assureur dommage ouvrage, à l'assureur de garantie de remboursement de l'acompte et à l'assureur en garantie de livraison. La Cour ajoute également que les attestations générales ne sont pas annexées au contrat comme elles doivent l'être. C'est pourquoi il est reproché à la banque un défaut sur la vérification du contrat initial. La banque affirme avoir débloqué les fonds après avoir obtenu l'attestation de garantie de livraison. Mais ce qu'elle ne démontre pas, la date de communication de l'attestation de garantie de livraison n'est pas établie ni justifiée. Et les dates qui figurent sur les attestations dommages ouvrages et garantie de livraison, qui sont les dates d'édition, sont insuffisantes pour prouver que ces documents auraient pu être communiqués à la banque le même jour. En conséquence, la banque ne démontre pas qu'elle a respecté son devoir de conseil et d'information générale, ainsi que son obligation de vérifier le contrat de construction et l'obtention de la garantie de livraison avant le déblocage des fonds. La Cour indique que la banque, en accordant le financement sur base d'un contrat de construction dépourvu de mention relative à l'assureur dommage ouvrage et garantie de livraison, sans alerter les emprunteurs sur les risques pouvant résulter si toutefois il y avait absence de garantie de livraison et en débloquant les fonds sans s'assurer avoir eu communication de la garantie de livraison, a manqué à son devoir de conseil et d'information. En conséquence, le prêteur a manqué à son devoir d'information et est donc tenu de supporter les préjudices qui devraient être garantis par le garant si une garantie de livraison avait été souscrite. Donc, clairement, la banque va jouer le rôle de la garantie de livraison. Par ailleurs, la Cour confirme que c'est à juste titre que le jugement attaqué contre les assureurs ne peuvent être tenus à garantir le maître d'ouvrage puisque le tribunal correctionnel avait au préalable confirmé les faux documents. La faute de la banque a de nouveau privé ici le maître d'ouvrage de bénéficier de la garantie de livraison et donc la Cour indique que ça entraîne un préjudice certain et la banque doit supporter intégralement le préjudice à réparer.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt? Il est reproché à la banque de ne pas avoir vérifié que le contrat signé comporte les noms et références des garants en dommages ouvrages, garantie de remboursement de l'acompte et garantie de livraison. Il lui est également reproché de ne pas avoir obtenu, avant l'édition des offres, les attestations générales, dommages ouvrages, garantie de livraison, qui doivent être annexées au contrat. Il est également reproché à la banque de ne pas avoir été en mesure de prouver à quelle date les attestations nominatives, garantie de livraison, dommages ouvrages, lui ont été transmises pour prouver avoir répondu à son obligation de contrôle avant l'édition des offres de prêt. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est la longueur de la procédure. On a une ouverture du chantier en décembre 2012 et un jugement en appel en décembre 2024, soit 12 ans après. Ce sont vraiment des situations très compliquées pour le maître d'ouvrage. La banque est donc ici condamnée à 260 000 €. Les principales postes sont donc les pénalités de retard et les travaux de reprise pour l'achèvement de la construction. Dernier cas, sur un projet donc, en contrat de construction de maison individuelle. Les étapes de ce projet sont les suivantes. Donc, signature du contrat de construction. Donc là, nous sommes en juillet 2016 pour la signature du contrat. En décembre 2016, signature d'un avenant qui exclut, d'un avenant au contrat, qui exclut la fourniture des plans et qui replace donc le contrat en contrat sans fourniture de plans. En décembre 2016 également, la banque édite ses offres de prêt, mais sur la base du contrat de construction avec fourniture de plans. Elle n'avait pas communication à ce moment-là de l'avenant au contrat. Ensuite, il y a eu acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs, donc tout début janvier 2017. Et ensuite, rapidement, donc les premiers déblocages de fonds par la banque qui ne demande pas et ne vérifie pas l'attestation de garantie de livraison. Ce n'est qu'en avril 2017 que la banque informe les emprunteurs des risques liés à l'absence des garanties dommages ouvrages et garanties de livraison, alors que les offres sont éditées et les premiers fonds débloqués. En novembre 2017, abandon de chantier par le constructeur. Décembre et février 2018, placement du constructeur en redressement puis en liquidation judiciaire. Septembre 2022, jugement en première instance, plutôt clément dirons-nous, condamnant la banque à seulement 3 000 € au titre des dommages et intérêts et qui condamne les parties à supporter chacun les frais. Le juge déboute le maître d'ouvrage des autres demandes visant à déclarer la banque entièrement responsable du préjudice subi et à leur verser 200 000 € au titre des dommages et intérêts. Au cours de cette première instance, le juge a examiné les obligations de la banque qui avait différé l'information donnée au maître d'ouvrage relative aux risques en cas d'absence de garantie de livraison et dommages ouvrages et a conclu simplement que celle-ci avait commis une faute en consistant en un défaut d'information lors du déblocage des premiers fonds. Le maître d'ouvrage fait appel de ce jugement. En mars 2025, arrêt de la Cour d'appel qui alourdit la condamnation de la banque à 214 000 €. Quels sont les arguments en appel pour la condamnation de la banque? Plusieurs manquements de la banque sont relevés. L'émission d'une offre de prêt sans vérifier que le contrat comporte les mentions énoncées dans le Code de la construction et de l'habitation. Le tribunal ayant relevé que la banque avait alerté les emprunteurs sur l'absence des garanties dommages ouvrages et garanties de livraison 5 mois après l'édition des offres de prêt. Le maître d'ouvrage soutient que c'est bien ce manquement d'information en temps utile qui l'a conduit à réclamer le premier déblocage des fonds, ne pouvant plus ensuite interrompre les travaux.
Le maître d'ouvrage a également reproché à la banque l'absence d'attention attirée sur les risques et aléas liés à un CCMI dépourvu des garanties légales. Il lui est reproché également à la banque le déblocage de fonds sur simple production de factures émises par le constructeur sans production des garanties donc, de livraison. Et il est reproché à la banque de ne pas avoir réitéré une mise en garde pour chacun des déblocages de fonds. Il est rappelé que le contrat signé à l'origine était un contrat modèle avec fourniture de plan. L'avenant signé postérieurement entre les parties qui excluait la fourniture de plans en précisant que les plans étaient réalisés par un architecte, mentionnant par conséquent que le marché s'entend en contrat sans fourniture de plans, mais que l'obligation de la banque s'apprécie au regard du contrat qui lui était soumis au moment de la conclusion du prêt et donc aux obligations du contrat modèle avec fourniture de plans. La banque a donc échoué à démontrer avoir procédé à réception du contrat et ensuite à réception de l'avenant qui transforme le contrat en contrat sans fourniture de plan. Il est reproché à la banque de ne pas avoir mis en garde le maître d'ouvrage a posteriori des éditions des offres de prêt et à réception de cet avenant qui transformait le contrat avec en contrat sans. Lui reprocher de ne pas avoir mis en garde l'emprunteur sur les conséquences du changement de qualification du contrat. Selon la Cour, la banque a commis des fautes qui engagent donc sa responsabilité. Le maître d'ouvrage justifie d'une perte de chance de n'avoir pu changer de société de construction avant le début des travaux. La banque est donc condamnée ici à 214 000 €. Encore une fois, la majorité des frais, c'est pour la destruction et reconstruction de la maison. Ce qu'il faut retenir de cet arrêt, c'est l'importance des contrôles et informations préalables à l'édition des offres de prêt, l'importance pour la banque de pouvoir tracer ces différentes actions. Il est reproché à la banque de ne pas avoir réitéré sa mise en garde sur les risques pour le maître d'ouvrage sans garantie de livraison à chaque déblocage de fonds. Il est intéressant aussi de retenir qu'il a été reproché à la banque, après l'édition des offres de prêt, à réception de l'avenant qui transformait le contrat avec en contrat sans, de ne pas avoir alerté le maître d'ouvrage sur les conséquences pour lui de cet avenant. En résumé, avant de passer au cas sur les projets hors CCMI, qu'est-ce que l'on peut retenir sur les 3 cas que nous venons de dérouler ici? Globalement, ce qui est reproché à la banque, c'est un manquement sur la vérification des énonciations du CCMI, un manquement sur le contrôle des attestations générales ou nominatives de garantie livraison, et de ne pas pouvoir prouver la date de réception et de vérification de l'attestation nominative garantie livraison. Dans le cadre des dossiers qui nous sont soumis pour étude par les partenaires bancaires, Verifimo s'assure de la présence et de la conformité des énonciations obligatoires du contrat de construction, se charge de la complétude du dossier et de récupérer entre autres documents les attestations générales de garantie de livraison qui doivent être annexées au contrat. Verifimo certifie la véracité des attestations générales et nominatives de garantie de livraison pour éviter les faux documents. Verifimo s'assure également auprès du garant de la véracité de l'édition de la couverture nominative en garantie de livraison. Dans le cadre du transfert de responsabilité des obligations du prêteur, les outils métiers Verifimo permettent une traçabilité de l'ensemble des événements du dossier et vous permettent de défendre vos intérêts en cas de mise en cause. Pour le moment, donc, je ne vois pas de questions dans l'espace de discussion. Je vous propose donc de poursuivre
sur les cas de condamnation d'établissement bancaire sur des projets qui sont présentés à la banque en dehors d'un contrat de construction de maison individuelle. Pour ce premier premier cas, l'origine est donc une opération de construction, bien sûr, où le maître d'ouvrage courant 2016 entreprend donc son projet, délivrance d'un permis de construire en juillet 2016, septembre 2016, signature d'un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution avec une société X pour signature d'un contrat de maîtrise d'œuvre avec une société, donc société X, et signature avec la société Y d'un marché d'entreprise générale. En novembre 2016, le maître d'ouvrage signe à la demande de la banque une attestation manuscrite renonçant au contrat de construction au profit d'un contrat de maîtrise d'œuvre. Puis, la banque édite les offres de prêt. Le contrat de prêt immobilier conclu avec la banque pour un montant d'environ 426 000 € est destiné à l'acquisition du terrain et à l'édification de la maison. Acquisition du terrain et émission de l'ordre de service et démarrage des travaux en janvier 2017. Une date de fin de chantier est prévue pour septembre 2017. En novembre 2017, abandon de chantier par l'entreprise Y avec qui était signé le marché d'entreprise générale. En avril 2018, il y a ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette entreprise. Et en février 2019, le maître d'ouvrage assigne la banque et les autres parties en indemnisation. En décembre 2020, jugement du tribunal judiciaire qui condamne in solidum le gérant de la société Y et la banque pour un montant de 45 000 €. Le motif de cette première condamnation est une perte de chance d'achèvement de la maison dans les délais et sans dépassement supplémentaire, sans dépassement de prix. En avril 2021, la banque fait appel de ce jugement. La banque demande de revoir la condamnation in solidum avec l'entreprise en charge des travaux. Elle demande que soit jugé que la banque n'a aucun devoir de requalification du contrat, qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de son devoir d'information et de conseil, et demande à ce que le projet soit bien qualifié de contrat de maîtrise d'œuvre. Le maître d'ouvrage, quant à lui, demande à ce que soit confirmé, entre autres, que la banque a commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité. Demande à condamner la banque à verser des sommes plus importantes en raison du préjudice matériel subi. Et en juillet 2024, la Cour d'appel va confirmer la responsabilité de la banque. Quels sont les motifs du juge en appel? Il rappelle le cadre juridique du contrat de construction modèle sans fourniture de plan, puisqu'effectivement, la société Y s'est vue confier, dans le cadre du marché d'entreprise générale, l'ensemble de la mise hors d'eau et hors d'air de la construction. Ce marché d'entreprise générale et le fait que cette entreprise soit en charge de la réalisation des travaux n'est sans lien avec le contrat de maîtrise d'œuvre signé avec la société X. Le contrat de maîtrise d'œuvre n'altérant pas l'obligation de la mise en place du contrat de construction modèle sans fourniture de plan. La banque, elle, indique qu'elle s'était assurée, avant de produire son offre, que le maître d'ouvrage n'avait pas souhaité se soumettre à la réglementation applicable au CCMI. Et à la demande de la banque, le maître d'ouvrage a signé en novembre 2016 une attestation par laquelle il a renoncé à la conclusion du contrat de construction.
Le maître d'ouvrage, lui, fait valoir que la banque à qui il avait été remis le devis initial et le contrat conclu avec la société Y, ne pouvait ignorer que l'opération relevait de la réglementation applicable au contrat de construction modèle sans fourniture de plan. Selon le maître d'ouvrage, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas du risque qu'il encourait en s'engageant avec cette entreprise sans qu'une garantie de livraison soit souscrite. Sur l'attestation par laquelle il a renoncé à la qualification du contrat de construction, le maître d'ouvrage ajoute que loin de, selon lui, apporter la preuve que la banque aurait satisfait à son obligation d'information, elle démontre au contraire que la banque avait parfaitement conscience de l'irrégularité du montage contractuel et souhaitait ainsi se prémunir des conséquences qui en découlaient pour elle. Il appartenait donc à la Cour d'appel de rechercher si la banque pouvait légitimement ignorer que le marché passé relevait du champ d'application relatif au contrat de construction. La banque reconnaît par ailleurs avoir reçu le marché en présence d'une seule entreprise en charge de la réalisation de la construction. La Cour indique que la banque ne pouvait pas ignorer que le marché devait recouvrir la forme d'un contrat de construction de maison individuelle. La Cour indique que la preuve de cette connaissance par la banque de la qualification est renforcée par la production de l'attestation au terme de laquelle le maître d'ouvrage certifie renoncer au contrat de construction au profit d'un contrat de maîtrise d'œuvre. Contrairement à ce que la banque soutient, la production de cette attestation n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait satisfait son obligation de renseignement et de conseil. La Cour ajoute que cette attestation n'est accompagnée d'aucun élément susceptible de laisser à penser que la rédaction de cette attestation aurait été procédée d'une information ou d'une mise en garde par le prêteur sur les conséquences induites d'une telle renonciation. À la suite de l'appel de la banque sur la condamnation d'origine, le juge fixe le préjudice à 50 000 € au titre de la perte de chance d'achèvement de la maison dans les délais et sans dépenses de prix supplémentaires. Le premier jugement le fixait à 35 000 €. Il fixe la part contributive du préjudice au regard des fautes commises par le gérant de l'entreprise et par la banque à 40% pour la banque et 60% pour l'entreprise, au lieu d'une condamnation in solidum. Mais quid de la capacité du gérant de l'entreprise à faire face à cette condamnation? La conclusion que l'on peut faire de cet arrêt, c'est qu'il est important de pouvoir cerner l'organisation du chantier, de comprendre qui fait quoi et qui prend quelle responsabilité dans l'organisation du chantier du maître d'ouvrage. Avant l'édition des offres de prêt, il est primordial de se poser la question du cadre contractuel dans lequel le projet présenté doit s'inscrire afin d'alerter le maître d'ouvrage sur les risques encourus et les recours et les garanties dont il se prive et des conséquences induites par l'absence du contrat de construction. Il faut pouvoir tracer avec précision le devoir d'information et de conseil et être précisé cette information qui doit être personnalisée et doit comporter des mises en garde vraiment adéquates au projet qui est présenté. Il est à noter ici encore la situation très délicate dans laquelle se trouve le maître d'ouvrage, avec une ouverture de chantier en 2017 et une décision en cours d'appel en 2024, soit 7 ans après la procédure. Je regarde un petit peu les questions qui sont posées déjà sur ce premier cas. Je vois une question. Est-ce qu'une souscription avec une dommage ouvrable nous permet d'éviter une potentielle requalification?
Et est-ce que l'assureur DO fait systématiquement l'étude potentielle? Non, la souscription d'une dommage ouvrage ne pourra en rien vous prémunir et vous protéger de vos obligations premières en tant que prêteur. Vous avez des obligations en tant que prêteur. Ce n'est pas parce qu'une dommage ouvrage sera souscrite par ailleurs que vous pourrez vous dédouaner de vos obligations. Et en ce qui concerne les protections du particulier maître d'ouvrage, la dommage ouvrage n'a pas du tout pour objectif de venir terminer une maison. Donc la dommage ouvrage ne pourra pas solutionner un chantier qui est abandonné. Ce n'est pas du tout le rôle du maître d'ouvrage. Et pour répondre parfaitement à la question, l'assureur dommage ouvrage ne va pas forcément s'inquiéter de la conformité contractuelle du projet. Je vous propose donc de poursuivre avec un second cas. Ici, donc, nous avons la signature d'un marché de travaux avec une société de construction que l'on va appeler M, désignée comme contractant général. Donc là, encore une fois, on sous-entend que l'entreprise a en charge l'ensemble de la mise hors d'eau hors d'air, pour un montant de construction de 388 000 €. En août 2011, édition des offres de prêt, puis ouverture du chantier. Vous voyez que la demande de financement du maître d'ouvrage est faible en proportion du montant du projet, puisqu'il dispose d'une enveloppe personnelle importante. En 2012, signature de 2 avenants complémentaires pour 80 000 €, ce qui ne fait qu'augmenter le coût final du projet. Donc nous sommes en cours de chantier. Et en juin 2012, le maître d'ouvrage est amené à signer un procès-verbal de réception avec réserve pour lui permettre de prendre possession des lieux. En août 2012 également, redressement judiciaire de l'entreprise M en charge des travaux. Suite à l'inachèvement des travaux, au constat de nombreuses malfaçons, le maître d'ouvrage obtient l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en référé. En septembre 2013, liquidation judiciaire de l'entreprise. En juin 2016, dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. Pour rappel, cette expertise a été accordée en 2013, donc 3 ans après, on a le rapport de l'expertise qui confirme l'existence de nombreuses malfaçons. En juin 2017, assignation, le maître d'ouvrage assigne le liquidateur de la société de construction et la banque, afin notamment que la convention passée soit requalifiée de contrat de construction et obtenir l'indemnisation de l'intégralité des préjudices sur le fondement du manquement de la banque à ses obligations de conseil et d'information. Octobre 2020, le tribunal judiciaire déboute le maître d'ouvrage de toutes ses prétentions et le condamne aux dépens. Il se pourvoit en appel en 2022 pour les motifs suivants. Il considère que le contrat conclu avec la société M, qui s'est présenté comme contractant général, constitue en réalité un contrat de construction régi par les dispositions de l'ordre public. La banque estime quant à elle que le contrat ne peut recevoir la qualification de CCMI et elle utilise pour se défendre les dires de l'expert judiciaire qui a souligné que le contrat n'était ni un contrat de maîtrise d'œuvre, puisque la société M s'était engagée à réaliser les travaux, ni un CCMI, alors qu'il n'était pas conforme à la disposition légale que doit comporter le contrat de construction et ne comportait pas de garantie de livraison. La Cour d'appel, elle, va rendre ses conclusions en novembre 2024. Elle va réformer le jugement initial et va requalifier le contrat et va prononcer la responsabilité de la banque. Si on détaille un petit peu les arguments en cour d'appel pour requalifier le contrat,
Le juge rappelle les contours du contrat de construction et l'article L231.1 du Code de la construction. L'analyse des contrats signés par le maître d'ouvrage permet de constater que le seul interlocuteur était la société M, désignée comme contractant général, qui s'engage à exécuter les travaux faisant l'objet de la commande de travaux par le maître d'ouvrage. Le prix de la construction est un prix global, forfaitaire et définitif arrêté au jour de la signature du marché. Il y avait un délai d'exécution fixé à 7 mois et des pénalités de retard de 1,3 millième, formalisme que l'on trouve dans les contrats de construction. Les modalités de paiement étaient également en fonction de l'état d'avancement des travaux et selon des pourcentages déterminés par étape d'avancement, ce qui est aussi un petit peu le formalisme des contrats de construction. Par ailleurs, le maître d'ouvrage communique des plans avant-projet élaborés par la société M. Malgré le cartouche d'un architecte sur les plans de permis de construire, le juge indique qu'on ne peut pas présumer de l'intervention de cet architecte et que le seul interlocuteur du maître d'ouvrage était bien la société M et qui avait également en charge la conception des plans et donc une procuration indirecte de plans. Quand bien même les plans de permis de construire comportaient le cartouche de l'architecte, il ne peut pas en être déduit que la société n'avait pas en charge la réalisation des plans de permis de construire et elle a pu les faire sous-traiter ou viser par l'architecte. Les seuls frais qui étaient en dehors du montant du contrat de contractant général étant pour le maître d'ouvrage la dommage ouvrage et l'étude de sol. Il a été relevé aussi par la Cour que le descriptif présent avec le marché qui avait été signé est un descriptif type à croix, ce qui traduit la volonté, selon le juge, de prendre l'apparence d'un contrat de construction. Il ressort, selon le juge, de l'ensemble de ces éléments que les obligations contractées par les parties étaient caractéristiques de la conclusion d'un contrat de construction modèle avec fourniture de plans. Le maître d'ouvrage soutient avoir remis à l'organisme prêteur l'acte d'engagement, le contrat, ainsi que le permis de construire, et il considère que la banque, ayant l'habitude de ce type de convention, aurait dû l'attirer sur la nature réelle et l'engagement régularisé avec la société M et sur la nécessité de souscrire une garantie de livraison. Il estime un manquement de la banque qui engage sa responsabilité. La banque, elle soutient qu'aucun manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde ne pourrait lui être reproché dans la mesure où elle n'a été sollicitée que pour procéder à un financement partiel de l'opération. Pour rappel, la demande de financement était de 80 000 euros. D'autre part, la banque indique que le maître d'ouvrage ne lui a remis que l'acte d'acquisition, l'acte d'engagement et le contrat de contractant général, document qui, selon la banque, pour sa défense, selon elle, ne suffisait pas à considérer que le contrat devait relever d'un contrat de construction. La Cour d'appel ne va pas être complètement d'accord avec ces arguments. La Cour d'appel rappelle que lorsque les éléments communiqués permettent de discerner, au-delà de la présentation qui en est faite, que cela constitue un contrat de construction, le prêteur se doit d'éclairer son client dépourvu de connaissances juridiques sur le risque qui s'attache à la construction d'un contrat très proche d'un contrat de construction, mais qui s'affranchit des règles protectrices prévues par le législateur et qui notamment ne prévoit pas de garantie de livraison. Afin d'exercer réellement son devoir d'information et de conseil et de mise en garde, la Cour indique qu'il appartient au banquier de solliciter la communication de tous les éléments utiles à une bonne analyse du dossier. La banque aurait dû réclamer l'ensemble des documents relatifs au projet de construction. Selon la Cour, le contrat conclu
apprécié à la lumière de l'ensemble des documents, constitue un contrat de construction. Selon la Cour, il appartenait à l'organisme prêteur qui finance régulièrement de telles opérations et, je cite la Cour, rompu à l'exercice, à la lecture des conventions relatives aux travaux de construction, de se montrer vigilant, eu égard également à l'importance des fonds engagés par le maître d'ouvrage, de s'assurer qu'il disposait de tous les documents permettant de dispenser un conseil utile. Par ailleurs, le marché dont la banque ne conteste pas avoir été destinataire listait bien l'ensemble des documents contractuels qui gouvernaient le marché. Le défaut de souscription de la garantie de livraison imputable à la faute de la banque a empêché le maître d'ouvrage d'être couvert contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, de sorte que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée. Le préjudice en résultant pour le maître d'ouvrage ne s'analyse pas à une perte de chance partiellement indemnisable, dans la mesure où la garantie de livraison n'est pas une option pour le constructeur, mais une obligation. Le maître d'ouvrage devant être replacé dans la situation qui aurait été la sienne, s'il avait bénéficié d'une garantie de livraison, la banque est tenue, du fait de la défaillance du constructeur, de prendre en charge la totalité des sommes nécessaires à l'achèvement de la construction et aux pénalités de retard. En résumé, il est reproché à la banque une légèreté dans l'étude compte tenu des fonds engagés par le maître d'ouvrage, au-delà du montant du financement. Il est reproché à la banque de ne pas avoir sollicité l'intégralité des documents. Et quand bien même, la lecture des documents dont la banque confirme avoir eu réception était de nature à s'interroger sur la nature de l'opération et la réelle qualification de l'opération. La Cour d'appel requalifie le marché de travaux en contrat de construction avec fourniture de plans, dit que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée à l'égard du maître d'ouvrage et le condamne à différents montants. Condamnation totale de 132 000 euros, 65 000 euros au titre du préjudice matériel, 44 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 9 000 euros au titre du préjudice financier. Conclusion de cet arrêt, la banque se doit de réunir l'ensemble des documents contractuels du projet et de collecter l'ensemble des documents permettant de comprendre l'organisation du chantier. Ensuite, sur la base de ces documents, elle doit s'interroger sur la nature réelle de l'opération et formaliser au besoin un devoir de renseignement et de conseil appuyé auprès du maître d'ouvrage, jugé profane en la matière, sur les risques à poursuivre une opération sans contrat de construction et sans garantie de livraison, si l'organisation du chantier relève que ce contrat est applicable. Il est rappelé ici que la responsabilité de la banque n'est pas corrélée au montant du financement, mais bien au montant des conséquences de son manquement. Les conséquences pour le maître d'ouvrage d'un chantier non achevé et la longueur de la procédure, là aussi, ouverture du chantier en 2011, assignation en 2017 et jugement fin 2024, soit 13 ans après l'ouverture du chantier. Poursuivons avec le dernier cas. Projet donc, de construction, versement de 6 000 euros par le maître d'ouvrage à une société F pour la réalisation des plans de permis de construire. Signature en juin 2017 d'un marché de travaux avec cette même société F pour un montant de 140 000 euros. Même jour, signature d'un autre contrat avec une société D pour les menuiseries extérieures. Les sociétés F et D, en charge pour l'une de la mise hors d'eau et pour l'autre de la mise hors d'air, sont gérées par la même personne. En juillet 2017, obtention du permis de construire par le maître d'ouvrage. Octobre 2014, souscription du prêt, terrain plus construction. Acquisition du terrain, en 2017 toujours. En 2018, le maître d'ouvrage met en demeure le constructeur de restituer les premiers fonds qu'il avait versés
hein, la construction avait tout juste commencé, invoquant la nullité des contrats pour non-respect du contrat de construction. En novembre 2018, mise en liquidation judiciaire du constructeur. En juin 2022, un premier jugement qui requalifie le marché en contrat de construction et prononce la nullité du contrat, condamne le gérant de la société de construction et la banque Insolidum à 49 000 € de dommages et intérêts. Le rapport entre co-obligés étant défini par le juge sur ce premier jugement à la hauteur de 20% pour la banque et 80% pour le gérant de l'entreprise. Encore une fois, quid des capacités du gérant d'entreprise à honorer cette condamnation. En juillet 2022, pourvoi en appel du dirigeant de l'entreprise. Quels sont les arguments qui sont exposés en appel ? Il est rappelé que la banque ne pouvait légitimement pas penser que l'opération de construction ne ressortissait pas au champ d'application du contrat de construction avec fourniture de plans dès lors que d'une part, on avait un permis de construire transmis à la banque avec des plans au nom de la société F qui était en charge du hors d'eau et que cette société avait le même gérant que la société D en charge du hors d'air. Il appartenait à la banque, selon la Cour, de satisfaire à son devoir de renseignement et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, profane en la matière, en l'alertant sur les conséquences et les risques encourus. Pour pouvoir justifier avoir répondu à son devoir de renseignement et de conseil, la banque produit un document intitulé « Explication adéquate » dans lequel figure un paragraphe intitulé « Mise en garde », dont le second alinéa précise je reconnais, enfin, attestation signée par le maître d'ouvrage, je reconnais avoir été alerté par le prêteur sur les conséquences et risques d'un contrat de construction, d'un projet de construction réalisé hors cadre légal du contrat protecteur, contrat de construction de maison individuelle, me privant des garanties légales et sur le fait qu'il m'appartient de vérifier l'existence d'une garantie de livraison ainsi qu'il m'appartient de souscrire une dommage ouvrage. La Cour observe que ce document n'est pas spécifiquement destiné à renseigner et à conseiller le maître d'ouvrage, dont le dispositif contractuel envisagé ne respectait pas la réglementation applicable. La Cour va constater par ailleurs que ces informations données par la banque ne sont pas sur ce document détachées des autres informations sur les conditions du crédit, par exemple, par un dispositif visuel permettant d'alerter le maître d'ouvrage. Il n'était pas non plus prévu par le maître d'ouvrage que soit portée de sa main une mention confirmant qu'il avait pris connaissance de ces informations. Et il est aussi dit par le juge que ces mentions de mise en garde n'expliquent aucunement quel est le cadre légal du contrat de construction. Il n'indique pas que le maître d'ouvrage s'expose à effectuer des paiements sans relation avec l'avancement effectif du chantier et donne un conseil jugé sans portée sur la vérification de l'existence d'une garantie de livraison. Le juge en appel va dire que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque ne démontrait pas avoir satisfait pleinement à son obligation de renseignement et de conseil. Il est donc retenu la faute de la banque qui a causé une perte de chance au maître d'ouvrage de conclure un contrat conforme, perte de chance qui est fixée à 95%. Le tribunal confirme, la Cour confirme ce qu'avait indiqué le tribunal et a opéré à une requalification du contrat en contrat de construction modèle avec fourniture de plans pour les raisons suivantes. La procuration des plans par la société F, une division du projet jugée
artificielle, en tout cas, par deux marchés distincts, puisque les deux entreprises en charge du hors-d'eau et du hors-d'air avaient le même gérant. Absence de garantie, le constructeur a entrepris les travaux sans fournir la garantie de livraison. Concernant la responsabilité de la banque, la Cour a rejeté l'argument selon lequel elle n'était tenue qu'à un contrôle formel. Les manquements retenus sont donc défaut de vigilance lors de l'examen du dossier. Il est dit, je cite la Cour, qu'une banque diligente aurait dû détecter la nature réelle du contrat, car le dossier de permis de construire indiquait que les plans étaient donc au nom de la société en charge des travaux et qu'il y avait des gérants communs. Et manquement donc au devoir de conseil et de mise en garde. L'attestation fournie par la banque a été jugée insuffisante pour y répondre, car les informations étaient jugées parcellaires, non isolées visuellement pour attirer l'attention du maître d'ouvrage et n'expliquaient pas assez les risques réels pour le maître d'ouvrage versus paiement sans lien avec l'achèvement et l'avancement du projet et absence de garantie de livraison. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt? C'est que la banque est tenue à un contrôle approfondi des documents en sa possession, des responsabilités et engagements pris par les différents intervenants, des implications sur le cadre juridique du projet. Il est dit que la banque ne pouvait ignorer que les deux entreprises, celle de mise hors d'eau et celle de mise hors d'air, étaient gérées par la même personne. Sur les 3 cas de condamnation hors CCMI que nous venons de dérouler, il est reproché au prêteur de ne pas avoir réuni l'ensemble de la documentation contractuelle lui permettant de comprendre et justifier de l'organisation du chantier retenu par son client, de ne pas avoir décelé que l'organisation du chantier présenté relevait d'un cadre réglementaire plus protecteur pour le maître d'ouvrage, et de ne pas avoir informé le maître d'ouvrage en amont de l'édition des offres de prêt, des risques et conséquences de poursuivre son projet avec des contrats dépourvus de protection auxquels il a le droit et dans un dispositif qui ne respecte pas la réglementation actuelle, plus protectrice pour les intérêts du maître d'ouvrage. Comment Verifimo accompagne le prêteur sur ces sujets? Verifimo se charge de la complétude du dossier et est en lien direct avec le maître d'ouvrage et les intervenants au projet, puis va restituer un dossier complet à la banque lui permettant de pouvoir prouver avoir répondu à ses obligations de contrôle et à son devoir de renseignement et de conseil. Verifimo va par ailleurs s'assurer, pour le compte de la banque, des responsabilités prises par les intervenants au projet et des éventuels liens entre eux. Verifimo va également s'assurer de la cohérence du montage contractuel au regard de l'organisation du chantier présenté et accompagne à la mise en conformité aux besoins. En résumé, sur les projets en CCMI ou hors CCMI, de construction ou de travaux, Verifimo vous permet une décharge de responsabilité et un transfert de risque sur vos obligations de renseignement et de conseil. Si toutefois vous souhaitez en savoir plus sur l'offre Verifimo, laissez-nous vos coordonnées dans l'espace de discussion ou adressez-nous un mail sur communication@verifimo.com. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans l'espace de discussion. Je vois également le timing que j'ai dépassé, je m'en excuse. Je prends une question au hasard dans l'espace de discussion. Le cartouche d'architecte ne suffit pas. Comment la banque aurait-elle pu s'assurer que ce n'était pas la société M qui avait proposé les plans? Effectivement, il faut effectivement aller chercher l'information, ce qui est reproché à la banque globalement dans les différentes jurisprudences. La banque doit être en mesure de pouvoir prouver demain, en cas de mise en cause, qu'elle a vérifié quelle était l'organisation du chantier
et doit pouvoir apporter la preuve au dossier de qui est à l'origine de la conception des plans de permis de construire. Donc, il faut avoir un justificatif. Donc, on ne peut pas effectivement se contenter du cartouche présent sur les plans, puisqu'il peut y avoir ce qu'on appelle une procuration indirecte de plans, c'est-à-dire, oui, on a un cartouche d'architecte, mais en fait, cet architecte, il a été missionné par un des intervenants au projet. Et puis parfois, en fonction de la surface de la maison, il peut y avoir aussi une nécessité d'un visa par un architecte, ce qui pourrait justifier de la présence d'un cachet d'architecte sur les plans. C'est pour ça qu'il faut toujours bien aller chercher la preuve de l'origine du dessinateur des plans de permis de construire. Je me permets de poursuivre hein, et encore une fois, je reviendrai vers vous sur les réponses que je n'ai pas apportées sur les questions qui sont proposées sur l'espace de discussion. Je reviendrai vers vous par mail. Juste pour terminer, puisque j'ai dépassé déjà le timing qui m'était imparti, pour exposer un petit peu en conclusion quels sont les risques pour les différents intervenants en cas de litige. Pour la banque, en fonction des situations et des différents cas, les risques sont eh bien, le montant des condamnations qui est décorrélé du montant du prêt, hein, on l'a vu. Le montant doit permettre de couvrir les frais de relogement, de démolition éventuelle, de reconstruction et puis les indemnités qui en découlent. Et donc, le montant de la condamnation n'est pas du tout limité. La suspension, les autres risques hein, pour la banque, ça va être la suspension des remboursements par l'emprunteur en attente de résolution du litige, le risque d'annulation du contrat de prêt. En cas d'annulation du contrat principal, ça peut entraîner l'annulation du contrat accessoire qui est le prêt. Et le dernier risque pour la banque, ça va être le risque d'image véhiculée par l'emprunteur qui serait mécontent. Pour l'entreprise, c'est un risque pénal pour le dirigeant à titre personnel. C'est souvent méconnu par les dirigeants, mais pourtant il est bien existant, ce risque. Et également donc, la solidité financière de l'entreprise à faire face à la condamnation qui lui incombe. Il est très souvent impossible pour l'entreprise d'honorer la condamnation. L'entreprise est souvent en liquidation judiciaire au moment de la condamnation, on l'a vu, hein. Et la banque est souvent condamnée solidairement avec l'entreprise et se retrouve à devoir prendre en charge eh bien, la condamnation de l'entreprise en plus de sa propre condamnation. Pour le maître d'ouvrage, ces situations donc, sont compliquées. Il va y avoir des difficultés pour faire face aux différentes échéances de prêt. Pendant la procédure et la résolution du litige, il faut parfois se reloger ou être logé dans le bien objet du litige avec de potentiels dommages ou malfaçons à subir au quotidien. Les conséquences pour le maître d'ouvrage, c'est aussi l'avance des frais de procédure. Et puis, bien sûr, hein, toutes les conséquences morales et humaines de ce type de situation. Voilà, notre présentation est désormais terminée. Encore une fois, vous pouvez donc poser vos dernières questions sur l'espace de discussion. Je reviendrai vers vous donc par mail pour y répondre. Un grand merci pour votre présence sur ce webinaire. Merci de l'avoir suivi. Mes excuses pour ce petit dépassement de délai. Voilà, je rallume ma caméra. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je reviens vers vous en ce qui concerne les questions qui ont été posées.